Bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis Benjamine, je suis chargée de mission au sein de l'association et aujourd'hui on va parler emploi et on va parler surtout de déculpabiliser l'arrêt de travail avec Margot. Avant de te présenter Margot, je fais peut-être un petit rappel, peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc bienvenue. Rappel de ce que Rose Up vous propose. On est donc une association de patientes. On vous accompagne, vous, mesdames, qui êtes touchées par un cancer, sur 3 missions principales. Il y a l'information avec le Rose Magazine que nos adhérentes reçoivent chez elles et qui est également disponible dans les centres de soins. Il y a l'accompagnement qui est fait en soins de support dans les maisons roses de Paris et Bordeaux, et puis aussi en ligne. On développe énormément les webinaires. Et enfin, il y a toutes les actions de plaidoyer pour défendre vos droits, et particulièrement en ce moment où on sait que le droit à l'oubli voilà, a été porté par l'association et que notre but, c'est vraiment de pouvoir faire avancer les choses. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir plus d'informations, à adhérer à l'association aussi pour nous aider à défendre nos actions, ou bien à faire un don également. Voilà pour les présentations. Margot, je te laisse nous en dire un peu plus sur toi et sur la thématique du jour. Et juste avant, sachez que vous pouvez intervenir en posant vos questions dans la partie discussion ou questions-réponses tout au long du webinaire, et que je me permettrai d'interrompre Margot s'il y a des questions à poser. Et comme ça, voilà, vous ne restez pas sans réponse, donc n'hésitez pas. Voilà Margot, je te laisse prendre la suite. Super. Alors, du coup, bonjour à toutes. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, Benjamine. Mon Dieu, on va changer les pratiques. Je voulais savoir si parmi vous, il y en a qui étaient là la semaine dernière pour le webinaire qu'on a fait ensemble sur le retour au travail. Et si oui, si vous avez juste pu décanter tout ça. Voilà. N'hésitez pas à partager du coup dans la partie discussion. Ah ouais. Si vous étiez présente. Si vous étiez là, s'il y a des choses que vous avez pu... voilà, des choses que vous avez mises en place, ou si vous n'étiez pas là, dans ces cas-là, il n'y avait pas de sujet. Ok. Aussi, en attendant que vous puissiez toutes répondre, pour information, il y a un support qui est disponible pour les adhérentes Rose Up. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir ce support. Alors, l'adresse, je vais l'écrire, Benjamine, c'est contact.paris@maison avec un S, rose sans S.fr. Oui. Super. Ok. Alors, donc Marie-Séverine était présente la semaine dernière. Non. Trop bien. J'ai osé dire que je n'étais pas prête à reprendre. Trop chouette. Voilà. Ça a servi à ça. Ah bah oui. Voilà. Et puis sinon, on a plusieurs femmes qui sont là pour la première fois. Mon retour à l'emploi n'est pas pour tout de suite, septembre 2022 pour Mireille. Ok. Bon, en tout cas, parfait. Déjà, ça fait des espoirs qu'il y en a une qui a osé dire qu'elle n'était pas prête à reprendre. Moi, c'est déjà super. Donc, 60 ans cette année, bientôt bon anniversaire aussi. Alors, bonjour à toutes, effectivement, je m'appelle Margot Théroux, j'accompagne la Maison Rose Paris depuis 2019, donc ça va faire bientôt 3 ans, sur les questions de reconversion professionnelle après la maladie. Et donc aujourd'hui, on va faire ce webinaire, cet atelier qui s'appelle Déculpabiliser son arrêt de travail, qui est effectivement un webinaire qui est basé sur un support, et support effectivement dont vous pouvez faire la demande si vous êtes adhérente en écrivant à contact.paris@maisonrose.fr. Voilà. Et sans plus tarder, le sujet du jour. Hop, et voilà. Alors, déculpabiliser son arrêt de travail, donc c'est ce que vous allez recevoir. Donc, hop. Alors, effectivement, oula, les aléas de la technologie. Voilà. Bon nombre de salariés et de personnes qui travaillent sont réfractaires à un arrêt maladie, avec toutes ces phrases que j'ai souvent
entendu à la Maison Rose, je ne peux pas laisser tomber les collègues, j'ai trop de responsabilités pour pouvoir m'absenter. Si je m'absente, on va vite me remplacer. J'évolue dans un milieu compétitif et m'arrêter serait perçu comme un signal de faiblesse. Si vous êtes adepte du travailler à tout prix et que pour vous, arrêt maladie rime avec culpabilité, cet atelier, il est fait pour vous. Donc, en fait, il va être divisé en 2 temps. Donc, le premier temps, on va repréciser certains termes. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, dans un deuxième temps, il va y avoir les astuces pour déculpabiliser. Et comme à chaque fois, il y a toujours un troisième temps où, en fait, vous partagez, vous dites ce que vous posez vos questions, vous parlez de vos ressentis. Très souvent, quand vous posez des questions, il y en a d'autres parmi vous, en plus, vous êtes nombreux aujourd'hui, qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu et qui ont les réponses. Et en fait, là, il y a souvent un beau moment de communauté qui se crée et ces moments, ils sont souvent là pour ça, pour vous aider. Après, si jamais on n'a pas la réponse à vos questions, vous envoyez un mail ou vous contactez la Maison Rose de Paris ou Bordeaux si vous êtes à Bordeaux pour avoir les réponses. Mais je crois que là, c'est que Maison Rose Paris aujourd'hui, Benjamin. Non, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ok. Alors, l'arrêt maladie, déjà, on va reprendre la base. Qu'est-ce que c'est? Donc, en France, un arrêt maladie de longue durée ou une affectation de longue durée, ALD, ça fait partie de l'une des 30 maladies qui figurent sur la liste conçue par l'assurance maladie française. Et donc, ça donne lieu à un remboursement intégral des soins après établissement d'un protocole thérapeutique. Donc, en fait, en France, en 2017, les dernières statistiques que l'on a, donc c'était il y a 5 ans, on considère qu'il y a près de 10 millions de personnes qui bénéficient du régime de l'ALD. En ce qui concerne le cancer, la durée maximum d'un arrêt de travail pour un cancer, il peut y avoir plusieurs impacts au niveau de l'ALD. Donc, ça peut être trop contraignant et la loi va prévoir 3 choses, soit un aménagement des horaires de travail, soit des arrêts maladie de courte durée ou des arrêts maladie de longue durée. Pour pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail et d'indemnité journalière, vous devez présenter un certificat médical et un bulletin d'hospitalisation. Ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Et quoi qu'il arrive, dans les 2 cas, l'indemnité journalière va démarrer après un délai de carence de 3 jours. Ça, c'est la base. Ensuite, au cas par cas. Les indemnités journalières par rapport pour un cancer et les aides financières vont varier d'un statut professionnel à un autre et vont être concernés par un arrêt de travail lié au cancer les salariés du privé en CDD ou en CDI, stagiaires ou intérimaires, les personnes qui travaillent dans la fonction publique, les agents contractuels du service public et heureusement les travailleurs indépendants non salariés. Voilà. Ça, si on reprend juste la base. Et en ce qui concerne les situations particulières, effectivement, vous le savez mieux que moi, mais combiner radiothérapie et travail peut être très difficile. Et donc, il va convenir alors de faire valoir vos droits pour un arrêt de travail. Et cependant, il peut y avoir des situations particulières, comme si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, si vous êtes non indemnisé, si vous relevez des minima sociaux, si vous êtes invalide ou si vous avez atteint l'âge légal de la retraite. Et dans ces cas-là, pour ces questions-là, je vous invite fortement à prendre contact avec c'est les assistantes sociales qui gèrent ça aussi. Tout à fait. Alors, ça, c'était pour le côté un peu, comment dire, le côté un peu, oula, j'ai perdu mon fichier. Ça, c'était pour le côté un peu légal, on va dire. Mais par contre, on va s'intéresser à la culpabilité. Mon Dieu, c'est ce phénomène qui nous prend à la gorge, surtout plus quand on est une femme, en plus de ça, il faut bien se l'avouer. Alors déjà, c'est quoi la culpabilité? On va reprendre la base avec le Larousse. La culpabilité, c'est un état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. On va relire avec moi. C'est quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Et donc là, généralement, on parle de la culpabilité d'un accusé. Ou sinon, c'est un sentiment de faute qui est ressenti par un sujet, au sens psychanalyse, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Donc en fait, dans la culpabilité, il y a toujours cette sensation d'avoir fauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, on verra pour la suite après, je ne vais pas anticiper l'atelier, mais il faut juste arrêter. Quand, sur le plan psychologique, parce que je ne suis pas psy, en fait, vous allez avoir du coup cette sensation de commettre une faute et, par exemple, en vous arrêtant de travailler pour vous soigner, vous allez ressentir de la culpabilité et donc vous avez l'impression de commettre une faute.
Même si le sentiment de culpabilité est nécessaire à la vie sociale puisqu'il nous empêche de tuer notre voisin quand il fait trop de bruit à 2 heures du matin. Au-delà de ça, la sensation de culpabilité, elle va plus loin parce qu'en fait, quand on creuse un petit peu et que même quand vous vous intéressez et vous en discutez avec des psychothérapeutes, ce qui a été mon cas lorsque j'avais préparé cet atelier il y a quelques mois, c'est vous avez l'impression de ne pas être juste, d'avoir enfreint un tabou, de nourrir un désir défendu, d'avoir eu un comportement coupable, etc. Et de cette culpabilité, c'est pas tant la culpabilité qui va être compliquée à gérer, c'est qu'il va y avoir une angoisse qui va venir à cause de ça, et il va y avoir une tendance à l'auto-accusation, et je dirais même à la flagellation. Comme je vous l'expliquais en rigolant tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, cette culpabilité, heureusement qu'elle est là, puisqu'en fait, elle nous permet de freiner nos pulsions un peu animales, qui seraient des pulsions à tendance destructrice, ou meurtrière, à développer ce qu'on appelle de l'empathie, c'est-à-dire à prendre conscience de la souffrance que l'autre peut ressentir. Et donc, le fait d'anticiper la souffrance de l'autre, c'est ce qui fait ressentir de la culpabilité. Si je suis un être froid, le fait de tuer mon voisin, ça ne me touche pas. D'ailleurs, la plupart des serial killers sont des personnes qui ne ressentent aucune culpabilité lorsque vous allez dans les jugements. Vous savez, il y a la presse à chaque fois qui a l'air d'être choquée que le gars, lorsqu'on a énoncé les faits sur les meurtres qu'il a commis et la façon dont il a tué ses victimes, il bouge pas. Mais enfin, je veux dire, la personne ne ressent aucune empathie et donc elle a aucune culpabilité. Donc ne vous attendez pas à ce qu'elle se mette à pleurer tout d'un coup. Faut que j'arrête de regarder les polars, Benjamin. C'est vraiment... Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, ce sentiment de faute, la culpabilité, c'est une sensation qui est normale et elle nous distingue de l'animal puisqu'elle nous permet de développer en parallèle de l'empathie. Et globalement, la culpabilité, c'est un peu notre petite alarme qui s'allume lorsqu'on a contrecarré ce qu'on appelle les lois humaines fondamentales, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu ne blesseras point, etc., qui sont présentes dans toutes les cultures et de toutes les religions. Mais parfois, la culpabilité peut venir nous saisir d'un seul coup par un espèce de sentiment de malaise, par une boule dans le ventre, par des remords qui ne semblent pas vraiment justifiés. Et en fait, alors si on va pousser l'analyse jusqu'au bout, vous m'excuserez pour ce cours de psychanalyse, mais en fait, cette forme de culpabilité, elle est très présente en Europe et dans les pays latins, puisqu'en fait, il faut savoir que la culture latine moderne s'est construite avec la religion chrétienne en France, et donc forcément, vu que la culture s'est basée sur Adam et Ève, on a la culpabilité d'avoir enfreint d'avoir utilisé le fruit défendu, et donc forcément, quoi qu'il arrive, il y aurait des... Et ça, encore une fois, c'est la psychanalyse, mais il y a des personnes qui disent qu'en fait, cette espèce de culpabilité, surtout féminine, c'est quelque chose en fait qui nous transperce depuis 2000 ans. Je vous la fais courte. Mais bon, on va pas faire de psychanalyse, c'est pas le moment. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis que ça concerne encore plus les femmes, c'est qu'en fait, on est dans de la culpabilité. Pourquoi ? Puisqu'en fait, à partir du moment où on arrive sur cette terre, on a peut-être toutes entendu dire à quel point notre naissance a été douloureuse, que notre mère, ça a été compliqué, qu'elle a souffert pour nous mettre au monde, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours un espèce de sentiment de culpabilité qui est assez diffus par rapport en fait, à notre naissance. Ça va, Benjamin, je te perds pas? Non, pas du tout. Je suis toujours là. Ok. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, en fait, on parle de déculpabiliser l'arrêt de travail et on parle de l'origine de ce sentiment de culpabilité? Parce qu'en fait, c'est bien de savoir qu'il est là depuis le début. Et c'est OK de savoir et de se dire qu'en fait, notre naissance, en fait, à partir du moment où on est arrivé, où on est né, directement ou indirectement, en fait, on a eu cette histoire de culpabilité en nous. On l'a portée, quoi qu'il arrive. Parce que même si c'est consciemment ou inconsciemment, quand vous entendez les récits des mamans qui racontent, moi j'ai des amis qui ont accouché récemment, qui disent oh là là, mais j'ai pris 15 kilos, ça a été difficile, j'ai dû faire une épisiotomie. Bref, l'arrivée de l'enfant, c'est pas passé par les cigognes, quoi. Ça a été quelque chose qui a été difficile. Et en fait, on pourrait dire si l'enfant a conscience de ça, ça fait porter sur lui la culpabilité de ce que sa mère a vécu. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, nos culpabilités ordinaires, ce seraient ce qu'on appelle des culpabilités écran. En fait, en quelque sorte,
toutes les culpabilités que l'on vit aujourd'hui, ce sont des culpabilités en réalité qui font appel à des choses qu'on a vécues de façon un peu plus, qui viennent des choses qui sont plus profondes, qui sont plus passées. Quand on nous reproche de ne pas être assez mince, de ne pas être assez grosse, de ne pas être assez gentille, de ne pas être assez méchante, etc., finalement, en fait, on remet en cause finalement notre personnalité. Et donc, tout ce dont on peut nous reprocher aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont jouées dans le passé ou des choses qui ont été refoulées. Voilà, donc c'est ce que je vous ai mis. Hein. Je vous ai mis l'analyse d'un psychanalyste que j'ai contacté. Il m'a expliqué que chez le névrosé normal, donc les personnes qui n'ont pas de troubles psy, en fait, on est dans une culpabilité inconsciente avec toujours la crainte d'une catastrophe imminente, en disant c'est pas possible, je peux pas être heureuse comme ça, il y a quelque chose qui va arriver, etc. Et en fait, tout ce qui va être maladie, accident, ça va correspondre dans la partie inconsciente à une punition, mais que le conscient ne va pas identifier comme tel. Voilà. Donc, je vais arrêter ici pour le côté psychanalytique, mais je pense que ça change un petit peu des ateliers très pratiques que je fais sur le retour à l'emploi. C'est important, avant de déculpabiliser l'arrivée de travail, d'identifier la culpabilité en nous, d'avoir conscience que ce n'est pas quelque chose de naturel, entre guillemets. Enfin, oui, ça nous différencie de l'animal, mais que c'est quelque chose qui existe depuis notre naissance, qu'on porte en nous la culpabilité de ne pas être assez ceci ou de ne pas être trop cela. Et en fait, savoir l'identifier et savoir la nommer, ça permet en fait de pouvoir l'isoler et de faire la part des choses lors des différents événements de la vie et de savoir la gérer, et notamment avec la maladie. Alors, quels sont les conseils pour s'en sortir? Parce que là, à part une séance de psy, c'est un peu compliqué. Et bien déjà, de se dire que, nous ne sommes pas responsables. C'est-à-dire qu'il faut rappeler et se rappeler régulièrement que tous les événements qui vous sont arrivés et sur lesquels vous n'avez aucune prise, vous n'en êtes pas responsable. C'est-à-dire, est-ce que cette culpabilité, interrogez-vous, demandez-vous et notez cette phrase. Est-ce que cette culpabilité, elle est là pour vous faire avancer ou c'est un résidu du passé? Qu'est-ce que je peux réparer? Ou au contraire, sur quoi je dois la laisser prise? Donc là, typiquement, cet exercice-là, c'est quelque chose qui provient d'un exercice provoqué par un psychologue qui s'appelle Yves-Alexandre Talman, qui est tiré de son livre « Au diable la culpabilité » et qui vous dit, bah voilà, quand je sens cette espèce de bouffée d'angoisse là, qui me monte, qui me serre le ventre, parce que le ventre, c'est les émotions, et qui me serre la gorge, la question, c'est de se dire, OK, en quoi cette culpabilité va me faire avancer? Qu'est-ce que je peux changer? Ou sur quoi je dois lâcher prise? Typiquement, vous n'êtes pas responsable des malheurs qui surviennent à vos proches, des maladies qu'ils endurent, d'avoir été l'enfant préféré de vos parents ou d'avoir été négligé. Ce n'est pas votre faute. Et le fait de se dire que vous n'êtes pas responsable, ça c'est un exercice que vous allez devoir faire quand vous aurez le support, c'est de se dire je ne suis pas responsable du cancer qui m'est arrivé, je ne suis pas responsable d'avoir arrêté de travailler, etc. Et le fait de vous répéter ces phrases-là et de faire la liste de toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable, ça va vous aider à soulager inconsciemment ou consciemment un poids que vous portez. Si vous devez vous arrêter de travailler, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous qui avez choisi d'avoir un cancer. Voilà. Et en fait, finalement, quand je pose la question à l'envers dans l'exercice que vous aurez à faire, c'est finalement de quoi vous êtes réellement coupable. Et en fait, quelle est la faute que vous avez commise? En fait, vous allez vous rendre compte que rien, en fait. Vous êtes juste victime de ce qui vous arrive et rien n'est de votre faute. Et donc, du coup, si vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez du coup pas culpabiliser de la responsabilité. Et donc, deuxième point hyper important à part cet exercice, c'est de se dire, déjà, je vous rappelle que vous n'êtes pas en vacances. On parle de congé maladie. Moi, je trouve que ces deux termes associés ensemble, c'est comme une pizza à l'ananas. Enfin, il y a des choses qui... Bref, désolée pour les fans de la pizza hawaïenne, mais il y a des choses qui ne matchent pas ensemble, quoi. Et congé et maladie, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être en vacances, en congé et en même temps en maladie. Et donc, regardons la réalité. Vous n'avez pas choisi le cancer, vous n'avez pas choisi tout ce qui va avec. Et les mois que vous devez prendre ou les semaines que vous devez prendre pour vous arrêter pour la maladie, ce ne sont pas des vacances, ok? Vous les prenez pour vous reposer et pour vous soigner. Donc, quand vous ferez mon petit exercice, vous n'êtes pas coupable du cancer. Ensuite, effectivement, deuxième exercice à faire, c'est si, imaginez, demain, vous retourniez travailler, comment vous sentez-vous? Voilà.
ça rejoint et ça fait un peu écho avec le webinaire qu'on a eu la semaine dernière, c'est d'essayer de poser ses émotions sur la reprise au travail, de l'anticiper et de voir en fait toutes les choses sympas qu'il peut y avoir autour de ça. Alors ensuite, le point, c'est que faire? C'est-à-dire que faire psychologiquement pour arrêter de culpabiliser sur son arrêt de travail? Eh bien déjà, en fait, il faut accepter de vous reposer vraiment et de vous occuper de vous en se recalant sur le lit, de vous recalant sur un rythme qui vous semble juste aujourd'hui. Vous êtes fatigué à cause des traitements, dormez. Vous avez envie de faire une sieste à 17 heures, faites une sieste à 17 heures. Vous avez envie de vous lever à 11 heures le matin, mais levez-vous à 11 heures en fait. Redécouvrir la relaxation, le sport, le massage, bref, toutes les activités qui vous relient au corps, ça permet d'évacuer les tensions et ça vous permet de vous recentrer sur vous durant cet arrêt de travail. D'ailleurs, la Maison Rose propose tout un tas d'activités, en fonction bien sûr adaptées à vos pathologies, pour vous recentrer sur vous. Il y a des activités d'écriture, d'art-thérapie. Il y a je ne sais plus si vous faites encore la marche en ce moment, Oui, Benjamin. oui. Oui, oui. Il y a énormément d'activités qui sont proposées, soit pour les femmes qui sont proches des Maisons Roses à Paris et Bordeaux, autour du bien-être, comme disait Margot, la relaxation, le sport, la créativité. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont proposées pour les femmes qui sont dans d'autres régions de France en webinaire. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à prendre ce temps pour participer à ce genre d'activité que vous vous autorisiez peut-être pas justement quand vous travaillez parce que manque de temps, parce que la routine qui reprend. Voilà, exactement. Donc, cet arrêt de travail, encore une fois, c'est au-delà d'avoir identifié, isolé le sentiment de culpabilité, de comprendre d'où ça vient et de vous convaincre que ce n'est pas de votre fait, en fait, le cancer, vous ne l'avez pas choisi. Bah, du coup, en fait, choisissez pour le coup d'agir sur ce qui dépend de vous. Et ce qui dépend de vous, c'est ce que vous pouvez faire pour vous reposer et pour trouver un peu d'apaisement durant cette période. Effectivement, comme le disait Benjamin, la Maison Rose propose tout un tas de choses, que vous viviez proche de Maison Rose ou que vous soyez à distance. Il y a beaucoup de webinaires en ligne sur des sujets tellement vastes et variés. Je suis sûre que vous allez vous faire un joli petit programme. Tout à fait. Alors ensuite, point hyper important, c'est de garder le lien, et ça on l'a bien vu lorsqu'on a fait le webinaire sur la reprise au travail. Pour partir en arrêt de travail plus sereine, ça se prépare. Et ne perdez pas de vue la perspective du retour au travail pendant votre arrêt. Alors là, bien sûr, je parle aux personnes qui sont encore en poste. Donc, pour l'anticiper, tenez-vous informés des grands changements qui affectent votre poste et votre environnement de travail. Donc, il est préférable, mais dans la mesure du possible, encore une fois, en prenant en compte l'ensemble de vos paramètres que je n'ai pas, de ne pas couper tout contact, mais au contraire de garder des liens avec vos collègues. Et donc, ça peut être hyper intéressant aussi, d'ailleurs, de choisir parmi eux un collègue un peu relais. Peut-être c'est une personne avec laquelle vous vous entendez un peu mieux que les autres, pour que cette personne-là puisse vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, ça peut être soit sur des sujets de fond, hein, les changements de bureau, etc., ou des sujets un peu fun sur les potins, voilà, si jamais, encore une fois, ça correspond à votre univers, bien sûr. Et donc, quelques conseils. Alors, moi, je vous ai mis 2-3 choses à faire, mais pour déculpabiliser cet arrêt de travail et le vivre peut-être un peu plus sereinement et de se dire « Oh mon Dieu, mais je les abandonne », c'est de mettre en place une routine avec votre supérieur hiérarchique. Mais quand je dis routine, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, ça peut être une fois tous les 2 mois. Si vous êtes arrêté sur 1 an, ça peut être une fois par mois. Après, ça dépend de votre envie, hein, et de la force que vous avez. Ou alors, effectivement, de vous tenir informé avec vos collègues de confiance et pourquoi pas faire une newsletter mensuelle, bimensuelle. En gros, ils vous envoient un mail, ils vous racontent tout ce qui s'est passé, ou de faire un appel si vous en avez la force. Encore une fois, c'est plein de petites idées. Je suis sûre que durant la période de questions-réponses qu'on aura juste après, il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir nous partager des choses qu'elles ont mis en place ou qu'elles comptent mettre en place. Mais gardez ce lien si c'est possible. C'est vraiment important. Ensuite, autre conseil, c'est de se tenir éloigné des personnes malsaines. Hein. Je pense que vous avez, pour vivre sereinement cet arrêt de travail et une fois que vous avez passé ce cap de la culpabilité, d'avoir la sensation d'abandonner vos collègues, les personnes qui vous apportent du négatif, honnêtement, laissez-les paître, quoi. Tenez-vous éloigné d'elles et cultivez le positif,
un espèce de cocon sacré, un espace où encore une fois, où vous êtes uniquement concentré sur votre guérison et sur votre accompagnement thérapeutique. Et donc, on les oublie. Et enfin, effectivement, dernier conseil, c'est de vous faire confiance. Et ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière, c'est lorsque vous allez avoir votre visite de reprise, n'hésitez pas à lui faire part de vos gênes ou de votre fatigue pour choisir avec lui la meilleure durée d'arrêt. Et si jamais vous avez la fin de vos traitements et vous ne vous sentez pas prête et que vous avez besoin d'1 ou 2 semaines pour avoir un peu ce transition, faites-vous confiance et ça ira très très bien. Donc, pour résumer, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations, la culpabilité est un sentiment naturel. Et l'accepter, c'est ne pas lutter contre une émotion, ça permet aussi de mieux l'accepter. Donc, accepter ce sentiment de culpabilité, dites-vous que c'est OK. Si vous avez envie, si vous sentez les nerfs de comprendre d'où ça vient, faites-le. Mais en tout cas, acceptez le sentiment de culpabilité. Ensuite, demandez-vous profondément de quoi vous êtes coupable aujourd'hui. Voilà. Et le fait d'écrire sur une feuille, sur un cahier, sur votre ordinateur, ou même de le penser, le fait de se demander de quoi je suis coupable exactement, en fait, ça va vous aider à rationaliser le fait que en fait, vous n'avez pas à être coupable, à vous sentir coupable de votre arrêt de travail. Parce que vous n'êtes pas en vacances, et puis même si vous êtes en vacances, enfin, je veux dire, même quand on prend des vacances, on n'a pas à culpabiliser de s'arrêter pour partir en vacances. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste respirer et vivre. Et ensuite, durant cet arrêt de travail, prenez soin de vous, vraiment, avec des activités qui vous font du bien, avec des personnes qui vous font du bien. Et si ça peut vous aider d'anticiper la suite et d'avoir une personne relais en interne, d'avoir une visite de pré-reprise qui va s'organiser en parlant de vos conditions, etc., voilà, ça va vous permettre vraiment de vivre cet arrêt de travail un peu plus sereinement. Voilà. Très bien. Comme ça, on a bien posé les bases. Et maintenant, on peut partager un petit peu, enfin, vous pouvez partager avec nous un petit peu j'allais dire vos cas particuliers ou en tout cas un peu vos ressentis. Je sais qu'on a déjà, Elisabeth, pardon, qui nous a écrit pour dire qu'elle avait repris le travail et que quelques jours après, elle s'est de nouveau arrêtée et que depuis, sa responsable a cessé de communiquer avec elle. Je pense qu'il y a aussi une incompréhension parfois de la part soit de l'entourage, soit de l'entreprise sur ce que peut engendrer la maladie, le fait que c'est pas juste une opération, qu'il y a forcément de la fatigue qui est accumulée. Et donc, je pense que du coup, ça peut être assez mal vécu et culpabilisant une fois qu'on a essayé de reprendre, de se retrouver à s'arrêter de nouveau. Donc, merci Elisabeth de partager ça avec nous. Et du coup, est-ce que peut-être dans les conseils qu'a donné Margot, il y a peut-être des choses un peu ressources que vous pouvez retrouver? Effectivement, et puis en relisant le témoignage d'Elisabeth, je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas réagir par rapport au cancer et n'imaginent pas. Il y a des statistiques que je donne que vous pouvez trouver très facilement sur le site Cancer at Work, où vous avez plus d'un tiers des personnes qui ont eu, après la maladie, qui ressentent de la fatigue chronique. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que, hop, une fois qu'on retire la tumeur, c'est fini, tout va bien, on retrouve la même énergie et c'est reparti comme en 40, quoi. Non. Et je pense qu'effectivement, il s'agit avant tout d'un manque de communication, comme le disait Benjamin. Et comme vous le dites, effectivement, ça vous empêche, en fait, ce manque de communication vous affecte et du coup, ça vous empêche de vous concentrer sur vos soins et en fait, finalement, il n'y a rien qui va. Organiser, soit vous contactez effectivement Rose Up ou soit vous organisez un point avec votre responsable et vous lui expliquez les impacts et vous lui montrez les statistiques qui sont en lien avec la reprise du travail. Vous appelez Cancer at Work et ils ont souvent pas mal d'informations chiffrées sur les reprises et sur quel est l'impact que ça a sur la vie des personnes. Et donc, de un, vous n'avez pas à vous ressentir coupable de ça. Je veux dire, ce n'est pas votre faute et vous n'êtes pas responsable du ressenti et de l'attitude de votre responsable.
Si votre responsable ne souhaite plus communiquer avec vous, c'est normal que ça vous blesse parce qu'on est dans un rejet. Par contre, c'est pas à vous à vous remettre en question. Je veux dire, votre responsable, elle n'est pas du tout compréhensive ni à l'écoute. Enfin, vous avez une tumeur. Enfin, mon Dieu, vous n'êtes pas parti faire un trek dans le Cantal, quoi. C'est pas comme si vous étiez parti un an ou je ne sais pas moi, ou 6 mois ou 3 mois en congé sabbatique, partir en vacances aux Maldives, vous êtes rentré et là vous repartez. Enfin, elle n'a pas à vous en vouloir. C'est quoi ce ressenti? Enfin, elle manque de professionnalisme. Elle a une de ses collaboratrices qui a été malade. La moindre des choses, c'est de créer les meilleures conditions pour son retour. Et là, pour le coup, c'est pas à vous de ressentir de la culpabilité. C'est elle. Donc, après, c'est sûr, ça, c'est la théorie. Donc, un, déculpabiliser. Deux, essayer soit de contacter Rose Up, soit d'aller voir sur Cancer at Work et d'éduquer, en fait, c'est vraiment de l'éducation, votre responsable en lui expliquant concrètement quels sont les impacts d'un cancer sur la santé d'une personne. Voilà. Mais vous n'avez absolument pas à culpabiliser de sa mauvaise attitude et de sa mauvaise accueil. Désolée, mais ça m'énerve, moi. Désolée, je suis partie. On a aussi du coup un témoignage d'Isabelle où là on n'est pas forcément justement du côté de l'entreprise mais plutôt du côté des médecins qui poussent un peu à la reprise, que seulement après un mois d'arrêt des soins il était temps de reprendre à temps plein alors qu'elle s'était notamment pas arrêtée complètement pendant les traitements. Et donc elle demande s'il y a des délais habituels de reprise après les traitements. Je connais déjà la réponse. Vas-y, Benjamin, à toi. Eh ben non, je dirais que non, il n'y a pas un délai habituel, que chaque cas est particulier, qu'il faut absolument vous écouter, vous, que les médecins sont certainement bienveillants dans cette volonté de vous remettre au travail, peut-être pour vous donner un petit peu de la confiance aussi. En tout cas, je le perçois, enfin, je l'imagine plus comme ça pour que ce soit plus positif. Mais si vous ne vous sentez pas encore les capacités ou l'énergie pour reprendre à temps plein, etc., prenez le temps, quoi. Prenez le temps, prenez du conseil auprès d'autres femmes peut-être et voyez s'il n'y a pas des aménagements qui sont possibles avec un temps partiel thérapeutique. Margot, je pense que... Non, mais carrément, moi, Isabelle, j'ai envie de dire, en fait, je vais dire une phrase qui va être un peu cliché, mais genre, les médecins sont très bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire soigner la maladie. Par contre, vous êtes très bonne dans le ressenti, votre rapport à la maladie. Et comment vous vivez votre cancer, ça sera jamais de la même façon. Si, mettons, que vous avez un cancer du sein, vous le vivrez jamais de la même façon qu'une autre personne qui a le cancer du sein. Mais alors, imaginez des médecins vous dire comment vous devez ressentir les choses. Non. Donc, si au fond de vous-même, alors que, encore une fois, vous n'êtes pas arrêté, alors que déjà, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent, et c'est pas une course, enfin, c'est pas une course à qui s'arrête pas. Encore une fois, le tout, c'est vraiment d'être aligné avec vous-même. Si vous n'avez pas envie de reprendre, eh bien, vous ne reprenez pas. C'est tout. Voilà. Pour information, hein, la Sécu couvre les compléments de salaire avec la maladie pendant 3 ans. Donc, si vous avez été, en gros, c'est 3 ans à temps plein. Donc, si, mettons que vous êtes arrêté pendant 1 an et que vous avez 2 ans où vous ne travaillez pas ou en temps partiel thérapeutique, vous avez la Sécu qui est là pour vous couvrir. Donc, vous avez toute la liberté. Et encore une fois, vous n'êtes pas en vacances, je vous le rappelle, vous êtes malade. Vraiment, prenez cette liberté et dites je me sens pas prête. Et encore une fois, quand vous êtes en post-traitement, votre corps il a besoin d'énergie et cette énergie pour vous guérir, il peut pas la mettre ailleurs. Donc ça sera perdant pour tout le monde. Aussi bien pour l'entreprise parce qu'elle va récupérer une personne qui n'est pas 100% là, et aussi bien pour vous parce que vous allez mettre plus de temps à vous en mettre. Et du coup, ça fait un très bon rebond sur ce que nous dit Lucie, qui a totalement assumé, entre guillemets, d'être en arrêt maladie pendant ses traitements, mais que maintenant que la fin des traitements se profile, elle culpabilise à l'idée de demander un nouvel arrêt de travail pour souffler un peu avant de reprendre. C'est vrai que la culpabilité, elle peut venir une fois que les traitements sont finis et qu'on ressent le besoin de prolonger l'arrêt. Bah ouais, mais culpabilisez pas. Encore une fois. Non, mais moi vraiment... Ok, je vais vous raconter une histoire qui est un peu personnelle, mais qui n'a rien à voir avec le cancer, mais vous allez comprendre l'idée. J'ai eu la chance, durant mes études, de faire 6 mois au Pérou. Et donc, je voyageais assez souvent là-bas. Non, mais c'est quoi le lien? Et là, je rencontrais des backpackers, des gens qui ont fait des bac plus 5, qui ont demandé une rupture conventionnelle, qui étaient payés par le chômage pour faire des road trips.
Alors, bien sûr, ils n'ont pas dit au chômage, ils n'ont pas dit à Pôle emploi qu'ils étaient en train de faire des road trips. Ils allaient tous les mois sur le site du Pôle emploi et ils actualisaient leur statut en disant qu'ils étaient toujours en recherche d'emploi. Si eux, ils n'ont pas ressenti de la culpabilité à toucher l'argent public alors qu'ils étaient cadres supérieurs et qu'ils avaient des sous de côté, mais qu'ils ne voulaient pas utiliser les économies à barouder, à faire les soi-disant voyageurs de l'extrême, tout frais payés par l'État, mesdames, vous n'avez vraiment pas à culpabiliser. Non, blague à part, je sais que c'est difficile, mais même si vous êtes arrêté pendant 2 ans et que vous vous demandez du temps supplémentaire, encore une fois, vous n'étiez pas en vacances. Vous étiez vraiment, vous êtes en train de vous guérir. Et encore une fois, le temps, en fait, il faut savoir que le temps, c'est la denrée la plus précieuse au monde, mais que tous les temps ne se valent pas. Il y a le temps de la maladie, et oui, certes, vous avez du temps, mais bon, quand vous passez la journée avec un cathéter dans le bras pour votre chimio, clairement, je pense que vous préfériez être au travail. Et ensuite, il y a le temps de la récupération. Voyez ça sinon comme un grand sportif. Est-ce que quelqu'un qui vient de faire un marathon, on se voit lui demander juste après de refaire une course? Non. Voilà, donc vous êtes des marathoniennes. C'est ça. Alors ensuite, on a un beau témoignage justement pour vous montrer qu'il y a aussi des situations qui se passent bien et que ça vaut le coup aussi d'aller faire des demandes un petit peu plus spécifiques. Marie-Séverine qui dit que de son côté, on lui demande pour la fin du mois de mai de se positionner sur une reprise au travail, qu'elle ne sait pas vraiment comment elle se sentira au mois de mai. Mais du coup, elle a suivi le webinaire de la semaine dernière concernant la reprise du travail et qu'elle en a discuté avec l'infirmière coordinatrice qui lui a dit que la reprise en septembre lui semblait bien. Et donc, qui lui a également confirmé qu'elle n'abusait pas, je la cite. Et donc, dans ce cas de figure, et du coup, l'oncologue a également, lui a également dit qu'il l'accompagnerait là-dedans. Donc, vous voyez, mesdames, c'est important aussi de bien vous entourer, d'en parler avec l'équipe médicale, avec la médecine du travail, avec les infirmières qui vous suivent dans le réseau d'hôpital dans lequel vous êtes accompagné dans vos traitements. Parce qu'une fois que vous arrivez un petit peu à verbaliser les choses, et ben, peut-être que vous pouvez trouver justement du soutien. Oh, ça me touche trop. Je suis trop contente pour vous, Marie-Séverine. Et oui, encore une fois, vous êtes la chef d'orchestre de votre maladie. Personne mieux que vous ne sait comment vous vous sentez. Donc, n'hésitez pas, quoi. Et si effectivement ce témoignage de Marie-Séverine peut inspirer certaines à aller passer le cap, à aller en discuter avec son infirmière, à son oncologue, à dire je ne suis pas prête, mais prenez ce temps, quoi. Vous l'avez pas volé. Et puis même, je pense que c'est dommage parce que les gens pensent pas assez loin, mais vous avez quand même vécu une sacrée épreuve, quoi. Donc, avoir ce temps pour vous, pour récupérer, pour vous remettre à cheval, c'est vraiment le minimum du cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, quoi. Alors, on a aussi un petit témoignage de Nadine qui est en arrêt depuis 7 mois. Elle n'a pas été contactée par ses collègues. Du coup, elle appréhende forcément un petit peu son retour au mois de septembre. Et elle hésite entre le respect peut-être de ses collègues, de ne pas la déranger, ou l'abandon un petit peu de leur part. Elle ne sait pas exactement comment voir les choses. Okay. Soyez optimiste. Oui. Et peut-être reprenez contact avec vos collègues si vous en ressentez le besoin. Ouais. Et puis Nadine, vous savez, Margot, c'est le cancer, il renvoie indirectement à la tumeur et à la mort de manière générale. C'est pas gay, mais c'est la réalité. Et en fait, c'est un sujet extrêmement tabou dans nos sociétés. C'est des choses qui sont... Je crois que c'est le tabou le plus ultime. Et donc la maladie, la mort, etc. Et donc, beaucoup de gens ont tellement peur de mal faire et d'être indélicats qu'ils préfèrent ne rien faire. Et donc, dans ces cas-là, Nadine, c'est à vous. Alors, idéalement, avant de partir, mais maintenant, vous pouvez le faire aussi, de reprendre du lien avec vos collègues. Et quand vous les verrez en face à face, pas par message, ou en tout cas quand vous allez les avoir au téléphone ou en visio, de leur dire comment vous avez envie qu'on parle de la maladie. C'est pas facile, mais si vous ne faites pas ce pas-là, eux ne pourront pas le faire. C'est-à-dire, vous pouvez les appeler, reprendre contact avec eux, comme vous avez dit, Benjamin, et ensuite de dire j'ai envie qu'on ne parle pas du cancer. Me demandez pas comment ça va pas. Voilà. Ou alors, vous pouvez dire, écoutez, on peut parler du cancer. Si vous avez envie de me poser des questions, posez-les-moi. Ça ne sera pas perçu comme intrusif, etc. C'est vraiment à vous.
de dire comment vous avez envie d'en parler et de reprendre contact. Et voilà, et n'y voyez rien de personnel. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement tabou, tellement intime, qui renvoie tellement à des choses qu'on a vécues. On connaît toute une personne qui a eu un cancer. Et donc, du coup, on ne sait jamais comment vraiment se positionner. Voilà. Et je rebondis également sur le commentaire de Laurence qui parle des effets secondaires. Vous êtes plusieurs à nous parler des effets secondaires, en fait, donc plutôt après les traitements et la fatigue qui peut venir et le fait qu'il y ait peut-être parfois une incompréhension. Là, Laurence nous dit qu'elle a terminé ses traitements en octobre, donc ça peut paraître il y a un certain temps pour des gens lambda qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Et il y a parfois cette impression que du coup, les managers ou les collègues ne comprennent pas un petit peu ce que vous avez traversé et ce que peuvent impliquer les effets secondaires. Et du coup, là-dessus aussi, Fabienne disait qu'elle, elle est touchée par un cancer qui est métastatique, que les traitements la fatiguent beaucoup, qu'il y a donc énormément d'effets secondaires et d'épuisement. Et que du coup, c'est difficile aussi de savoir comment reprendre le travail normalement. Là, elle est confrontée à autre chose, c'est que du coup, elle est censée continuer à travailler, bien qu'en arrêt. Donc, je sais pas aussi là-dessus, Margot. Attends, pardon. Je reprends le témoignage de Fabienne. Fabienne qui est du coup assez fatiguée. Elle se sent épuisée, elle est du coup en arrêt. Et pourtant, elle continue à travailler sur ses dossiers parce qu'elle n'est pas remplacée. Ah non, mais Fabienne, non. Vous êtes en arrêt de travail, c'est pas possible. Mais on s'en fout, c'est leur problème s'ils se sont pas débrouillés. Ah, je suis désolée, je suis on fire. Je sais pas si c'est la pleine lune, mais non, mais surtout pas. Attendez, vous avez un cancer métastatique, c'est-à-dire que, enfin, vous avez quand même des traitements qui sont assez lourds. Faites un point avec votre manager, sauf si c'est vous la manageuse, ou avec votre supérieur hiérarchique. Demandez-lui concrètement, cash, comment pouvons-nous faire pour maintenir le bonne activité de l'entreprise ou de la société ou du service, tout en que moi, je puisse respecter mon arrêt de travail. Voilà. Je veux dire, vous n'êtes pas en vacances. Enfin, vraiment. Encore une fois, c'est pas vous qui allez faire le trou de la sécu. Enfin, je dis, non, mais je le dis un peu cash, mais les trous de la sécu, rassurez-vous, la plus grosse faute, c'est la fraude à la TVA. Donc, bon, c'en est moi. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, ayez pas peur de vivre cet arrêt de travail et de le prendre. Et en ce qui vous concerne, Fabienne, par rapport à la question, c'est écrivez à votre responsable supérieur hiérarchique, demandez-lui comment la suite peut s'organiser, puisque de toute façon, vous n'êtes pas disponible. Parce que le problème avec le cancer, entre guillemets, c'est que ça ne se voit pas. Et donc, tant que ça ne se voit pas, enfin, les gens ne le voient pas sur votre visage. Alors, on le voit lorsqu'on est en alopécie et qu'on perd ses cheveux, mais on ne le voit pas avant. C'est-à-dire que pour eux, vous ne changez pas en fait. Sauf qu'en fait, dans votre corps, c'est un branle-bas de combat. Et du coup, vu qu'ils ne le voient pas, ils ne le projettent pas. Donc, dites-leur calmement. Moi, je suis vénère là, mais dites-leur en mode, bah, écoutez, voilà, comment on peut s'organiser pour la suite? Je suis en arrêt de travail, je ne dois pas travailler puisque j'ai des traitements qui sont assez lourds. Comment peut-on faire pour s'organiser? Si il ou elle ne vous répond pas, laissez tomber, ce n'est pas de votre fait. Vous n'êtes pas responsable de cette entreprise. Par contre, vous êtes responsable de votre santé. Non mais... Merci Margot. Oui, c'est important de prendre position. Ah oui, non mais ça va. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses. On a vu... J'essaye de reprendre le fil. Il y a Isabelle qui demandait aussi le temps partiel thérapeutique, s'il est limité dans le temps. Alors, je sais qu'on avait abordé cette question. Margot, si tu peux préciser. Oui, en fait, dites-vous que la sécurité sociale prend en charge partiellement ou totalement les soins pendant 3 ans. Donc, en fait, après, le temps partiel thérapeutique, ça va dépendre de la durée de votre soin en premier temps, si vous étiez arrêté à temps partiel ou pas. Et en fait, bah, le crédit, entre guillemets, que vous n'avez pas pris au début, vous l'avez après. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Après, moi, je ne suis pas assistante sociale, mais c'est
Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour compléter. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises justement concernant les indemnités journalières, les arrêts longue durée, le mi-temps, enfin le temps partiel thérapeutique, n'hésitez pas à contacter les assistantes sociales. Souvent, il y a toujours une assistante sociale qui est disponible dans les centres de soins. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la sécurité sociale qui est normalement en capacité aussi de vous mettre en relation. Et puis, si jamais vous n'avez pas ces recours, n'hésitez pas à nous écrire un mail et puis on pourra vous orienter au mieux. J'ai vu une question de Vololoniana qui disait qu'elle avait repris, mais à peine commencé 3 jours, elle était de nouveau en arrêt à cause des douleurs. Voilà. Et encore une fois, ah oui, et ça c'est important, c'est pas parce que vous reprenez à temps plein que vous ne pouvez pas faire marche arrière et demander un arrêt. Attention, vous avez le droit. C'est-à-dire, effectivement, et des fois, on peut surestimer ou sous-estimer le poids de la maladie, et surestimer ses capacités et sous-estimer le poids de la maladie. Et si vous reprenez à temps plein, vous pouvez repasser en temps partiel, voire vous arrêter de nouveau. Il n'y a pas de règle. Ce n'est pas ancré dans le marbre. Oui, tout à fait. Alors, je pense... Vous avez été nombreuses à écrire, alors on regarde avec Margot pour être sûre d'avoir répondu à toutes. Il y a des questions qui sont un petit peu similaires les unes aux autres, alors du coup j'ai un petit peu regroupé. Mais effectivement, il y a quand même cette question de Laurence qui revient. Comment communiquer avec l'entreprise quand la reprise a été retardée? C'est vrai que parfois, il peut y avoir une vraie incompréhension quand vous deviez, entre guillemets, reprendre à une certaine date et que finalement, parce que fatigue, parce que des traitements qui ont peut-être été un petit peu prolongés, vous êtes amené à reprendre quelques mois plus tard. Peut-être qu'on peut de nouveau vous parler de l'importance de communiquer avec vos managers, avec vos collègues. Ouais, et puis aussi, déjà, il y a aussi, vous n'êtes pas obligé de tout leur dire. Déjà, bien sûr, pour les arrêts de longue maladie, ils se doutent que ce sont des cancers, mais vous n'êtes même pas obligé de dire que c'est un cancer. Ça pourrait être un diabète, ça pourrait être un Covid long. Vous voyez, le Covid long est rentré dans les arrêts de longue durée récemment. Et après, effectivement, vous devez surtout pas vous excuser, parce que je sais que c'est très, très commun que les femmes s'excusent de décaler leur retour en disant non. Mais encore une fois, en restant très factuel, par exemple, Laurence, par rapport avec l'entreprise, en disant, voilà, je sais que je devais reprendre au mois de mai, mais que finalement, aujourd'hui, mes conditions post-maladie ne me permettent pas de le faire en septembre. Toutefois, je souhaiterais, après ça dépend si vous le souhaitez vraiment, Laurence, mais je souhaiterais faire un point avec toi ou avec vous, je ne sais pas comment vous leur parlez, avec toi pour discuter de l'entreprise, avoir une idée de ce qui se passe et avoir une petite vision sur quelle est l'actualité. Voilà. Alors, à la question de Fabienne, en arrêt pour 1 mois, puis-je demander un arrêt ensuite pour 6 mois pour éviter de demander chaque mois? Je ne sais pas si tu as cette info, Margot. Je ne l'ai pas. Voilà. Là, je pense que l'idéal, c'est quand même de vous en référer un petit peu à vos médecins ou à une assistante sociale, encore une fois. Parce que voilà, là, on est plus sur les problématiques autour de l'emploi et donc de comment communiquer avec son employeur ou comment, voilà. Donc, tout ce qui va relever un petit peu plus de la médecine ou en tout cas des arrêts, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de contacter une assistante sociale ou de contacter Rose Up. Donc, n'hésitez pas, je vous remettrai l'adresse mail en fin de webinaire pour que vous puissiez nous écrire si vous avez des questions particulières. Oui, on sait que vous êtes nombreuses justement concernées par ces arrêts un petit peu répétés, de courte durée, et c'est certainement un petit peu difficile à vivre du coup. Donc voilà, si vous avez des questions particulières, écrivez-nous. Je pense que c'est l'idéal. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Je rebondis juste sur un commentaire de Nathalie qui parle donc des traitements lourds, de la fatigue, de l'épuisement qu'il peut y avoir et des problèmes qu'il peut y avoir aussi autour de la concentration.
Sachez qu'il y a des webinaires qui ont été enregistrés, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, qui ont été réalisés justement sur les troubles cognitifs de la mémoire qui peuvent être dus au traitement. Je vous invite vraiment à aller voir ce webinaire qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube de Rose Up. Ça peut vous apporter des éléments de réponse sur la reprise, vous rassurer un petit peu, peut-être mettre des choses en place. Et si jamais, du coup, vous vous sentez peu sûr de vous, n'hésitez pas à reprendre en temps partiel parce que parfois, justement, ça peut aider de reprendre progressivement pour se remettre dans le rythme. Donc voilà, il y a un webinaire qui a été enregistré sur les troubles cognitifs de la mémoire. Vous pouvez faire des petites recherches sur le site de Rose Up ou sur la chaîne YouTube. Je l'ai trouvé là, je te copie-colle le lien. Hop. En plus, qui date de septembre 2020. Super. Voilà, parfait. Comme ça, vous avez le lien si vous voulez aller suivre. Donc ça, c'est un article. Et il y a également sur la chaîne YouTube un webinaire. Mais il est très facile à trouver. Hein. Vraiment, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu en tapant des mots-clés, justement pour retrouver d'autres webinaires qui peuvent faire écho à ce qui est dit aujourd'hui ou une prochaine fois. Et si jamais certaines ne s'y retrouvent pas, n'hésitez pas à m'écrire et je vous transmettrai évidemment toutes les infos. Je vous remets l'adresse à laquelle m'écrire. Désolée, j'avais trouvé le lien. Du coup, voilà. Effectivement, en fait, l'article, à la fin, il y a le lien du webinaire, c'est pour ça, mais je le mets au cas où. Ok. C'était pour les aider. Voilà. Et l'idéal, c'est de m'écrire à cette adresse-là, que ce soit pour le support, pour les adhérentes ou pour des informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Margot, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, conclure? Ouais, conclure, juste vous dire d'arrêter de culpabiliser, s'il vous plaît, mesdames. Genre, vous êtes, je le dis à chaque fois, et celles qui étaient là, elles vont réentendre, mais au pire, c'est pas grave, ça fait du bien. Mais genre, vous êtes des putains de guerrières. Désolée pour le putain, mais j'ai vu la pub YouTube, là, genre des putains de maladies, donc je me dis, on peut, tu vois. Mais vous êtes vraiment genre des guerrières. Genre, vous êtes passé à travers. En plus de ça, si vous aviez un cancer au cours des 2 dernières années, vous avez dû en plus vous taper le Covid, ce qui, franchement, donc juste lâchez-vous la grappe, quoi. Honnêtement, enfin, c'est pas grave, déculpabiliser de votre arrêt de travail, vous n'êtes pas en vacances, et si vous avez même envie de vous prendre du temps pour vous, mais faites-le. Enfin, vraiment, enfin, vous avez fait le combo cancer-Covid, enfin, c'est juste gratifiez-vous de ce que vous avez vécu, d'être là aujourd'hui, de vivre ce que vous vivez, et autorisez-vous un peu de douceur dans cette vie qui a été compliquée au cours des 2 dernières années, quoi. Non, mais vraiment. Oui. Non, mais voilà, ça me paraît très bien pour conclure, justement, gardez cette énergie, ayez confiance en vous, écoutez-vous, profitez de ce temps, accordez-vous ce temps et profitez-en pour faire des choses qui vous font du bien. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, on reste tout à fait disponible. Et puis, comme disait Margot, vous êtes des guerrières, donc appuyez-vous là-dessus et déculpabilisez, surtout. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes. Merci beaucoup, Margot. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire emploi. Allez, c'est reparti. Merci. Cette Au semaine. revoir. Au revoir.